Monsieur Étienne Lorayer, donc il est rédacteur en chef de KTO. Monsieur les intervenants, le père Jean-Marie Petitclerc, et salésien, monsieur le docteur Michel Bourgat et Cyril Tisserand. Merci beaucoup d'être venus et animés par votre présence et par vos paroles cette soirée. C'est un grand honneur, bien sûr, pour le Centre Cormier de vous accueillir à l'occasion d'un débat sur un thème d'actualité, l'avenir des cités. À Marseille, comme dans de nombreuses villes de France et d'Europe, les cités rencontrent de nombreux problèmes, pauvreté, chômage, exclusion, insécurité. Et tous ces sujets seront évoqués par nos intervenants à travers de nombreux témoignages. Avec votre participation, nous essayerons aussi de proposer des solutions. Donc, je donne tout de suite la parole à M. Étienne Lorayer et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, et je vois que vous êtes ici très nombreux, j'imagine parce que ce thème, l'avenir de nos cités, le dialogue, quel dialogue possible, cela suscite un intérêt. Les cités, elles peuvent gêner, elles peuvent peut-être vous déranger ou vous interroger, elles peuvent aussi vous attirer. En tout cas, ceux qui sont autour de la table travaillent dans ces quartiers et j'espère que nous allons pouvoir bénéficier de leurs paroles simples, de leurs paroles vraies. J'ai bien compris, et c'est l'intention du Centre Cormier, c'est au fond de sortir peut-être des clichés et de comprendre au-delà des gros titres de la presse ce qui se joue aujourd'hui dans ces quartiers, bien sûr, ici à Marseille, mais peut-être aussi avec l'expérience du père Petitclerc ou de Cyril Tisserand, d'autres quartiers, d'autres cités, peut-être pour mieux comprendre aussi la réalité, la différence ou la particularité qui se joue ici dans cette ville. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pourquoi. Alors on va essayer de chercher à comprendre, peut-être dans un premier temps, en essayant d'écouter ce que les participants ont à dire sur l'évolution de ces dernières années, même si en 2005, peut-être les quartiers ici à Marseille ont été plutôt apaisés, ce qui n'était pas le cas là, dans d'autres cités. Nous cherchons à comprendre ce qui s'est passé depuis 2005, puisqu'il y a quand même des politiques qui ont été mises en œuvre. Et puis, bien sûr, peut-être aussi même avec une perspective historique un petit peu plus profonde, et la question des pistes d'action. Quoi faire aujourd'hui, concrètement, et le rôle particulier des chrétiens. On n'oublie pas l'identité spécifique de ce centre Cormier ici, au couvent des Dominicains. Donc nous aurons un peu ce temps avec nos trois invités. Il se trouve que le père Jean-Marie Petitclerc, merci beaucoup d'être là, vous êtes salésien de Don Bosco, aujourd'hui directeur général du Val d'Oco. Il se trouve que entre les deux invités, Michel Bourgat, qui est adjoint au maire de Marseille, et Cyril Tisserand, en réalité, il y a une véritable proximité, et en même temps peut-être un débat qui va s'installer entre vous. Cette association, le Val d'Oco, elle a été implantée sur la dalle d'Argenteuil, puis ensuite sur le Grand Lyon, à Nice aujourd'hui. Sur ces trois lieux, vous accueillez 800 jeunes environ. Vous êtes polytechnicien, éducateur spécialisé. Vous avez donc fondé cette association avec le souci d'une approche intégrale du jeune, et vous nous en direz sûrement plus avec cette belle filiation avec Don Bosco, le jeune comme enfant de ses parents, élève d'un établissement scolaire et apprenti citoyen dans l'espace public, alors que parfois l'incohérence des adultes, ou du moins le travail de manière un peu sectorisée, peut ne pas aider ces jeunes en manque de repères et de limites. Michel Bourgat, je ne sais pas s'il faut vous présenter ici. Vous êtes donc adjoint au maire de Marseille, en charge de la lutte contre l'exclusion, donc pour l'intégration, l'hébergement d'urgence et le SAMU social. Vous êtes médecin généraliste, médecin aussi dans le sport. Vous avez pratiqué l'éducation par le sport dans le domaine de la boxe, du karaté. Vous me permettrez de redire juste brièvement, je ne sais pas si vous souhaiterez y revenir ce soir, sur
l'épreuve de votre vie, que sûrement beaucoup connaissent ici en 1996, hein, lorsque votre fils a été assassiné en pleine rue par un adolescent de 15 ans. Pour ne pas vous résigner face à la peine et à la haine, vous avez repris la vie et un engagement politique, ou du moins vous avez répondu à la demande qui vous avait été faite, et à travers aujourd'hui cette vocation de politique, vous travaillez toutes ces questions d'intégration. Et puis d'une certaine manière, on vous posera pas mal de questions sur les résultats ou les non-résultats, les résultats difficiles à obtenir sur ces quartiers en particulier. Cyril Tisserand, je parlais des liens tout à l'heure, vous connaissez bien le père Jean-Marie Petitclerc, parce que vous avez travaillé avec lui à Argenteuil. Après vous avez vécu, si je puis dire, vos propres intuitions avec la Fondation du Rocher en 2000 à Bondy en Seine-Saint-Denis. Le Rocher, c'est une association chrétienne d'accompagnement éducatif avec aujourd'hui des antennes à Toulon, à Lyon, au Mureau dans les Yvelines, et puis ici dans le quartier Saint-Louis depuis 2007. Vous avez fait le choix de la proximité, du vivre avec les habitants pour être touchés, vous allez nous dire tout cela. Vous occupez aujourd'hui d'une autre mission, une mission de compassion, aimer et servir, et peut-être que d'ailleurs ça pourra éclairer aussi le rôle que les chrétiens peuvent jouer, y compris dans ces quartiers, mais aussi bien au-delà, pour être, au fond, pour l'évangélisation et la nouvelle évangélisation. Nous avons 2 heures devant nous. Je vous propose peut-être de commencer par un reportage sur le Rocher, une parole, et que Cyril Tisserand pourra prolonger, puisqu'on va vous retrouver dans ces images. Alors, on va retrouver Cyril Tisserand en vrai. C'est important aussi de voir ces quartiers, d'y être, et peut-être même que y aller, c'est déjà rompre la logique de ghetto, au fond. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas voir les quartiers de la même manière quand on les croise. On croise les habitants à l'extérieur ou à l'intérieur. Moi, la première chose qui m'a marqué dans ces quartiers, c'est d'abord la vie. C'est vraiment des quartiers où ça bouge tout le temps, où il y a beaucoup de jeunesse, où les gens se parlent, où les gens se côtoient, où les gens s'invitent. Et je crois que c'est la première chose qui est frappante et qui est attirante. Je dirais que quand on habite les quartiers, on y est heureux. Moi, pour ma part, j'y ai habité 15 ans et j'y ai vraiment été heureux. C'est des souvenirs très forts et qui me donneraient bien envie d'y retourner. Vous voyez, carrément. Alors, bien entendu, je ne veux pas être naïf, il y a des difficultés énormes. Hein. Finalement, qui habite dans ces quartiers? Eh bien, les populations les plus en difficulté du monde entier. Du monde entier. C'est-à-dire qu'à la fin du XXe siècle, on arrive à faire vivre dans des mêmes ensembles urbains eh bien, les populations du monde entier. Alors effectivement, soit c'est une difficulté, en disant bon, en fait, c'était une utopie, soit effectivement, il y a un trésor. Il y a un trésor parce que peut-être que de l'expérience de ces habitants eux-mêmes, qui sont les acteurs de ces quartiers, eh bien, pourra jaillir quelque chose de très beau pour demain. Et moi, ce qui m'avait interpellé quand j'avais 18 ans, c'était Jean-Paul II, qui nous parlait de bâtir la civilisation de l'amour. Et j'ai toujours pensé, je pense toujours, aujourd'hui j'habite toujours les quartiers nord, que de ces quartiers, avec vous aussi bien entendu, hein, parce que sinon il manque du monde, eh bien, peut naître une expérience très forte, parmi d'autres, hein, une expérience très forte de la construction de la civilisation de l'amour. Il y a un véritable défi, et l'expérience de ces quartiers aujourd'hui, vous savez, on va parler pas des quartiers seulement il y a 20 ans, mais d'aujourd'hui. Les quartiers ont énormément changé, je pense que le père Petitclerc nous en parlera, mais moi ce qui me marque aujourd'hui, c'est que les populations des cités aujourd'hui, on ne les voit pas que dans le ghetto, hein. On les croise aujourd'hui dans les universités, on les croise aujourd'hui dans les entreprises, vous voyez. Donc vraiment aujourd'hui, on est dans une ère nouvelle de ces quartiers. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on construit effectivement notre pays. Nos enfants côtoient les enfants des parents qui étaient dans ces quartiers, dans leurs écoles, etc. Il y a quelque chose qui est en train de sortir de très positif. Il n'y a pas
effectivement que les jeunes perdus, dont il faut aussi s'occuper. Il n'y a pas que la délinquance des médias, il y a aussi beaucoup d'espérance et des personnes qui veulent s'en sortir, qui veulent vivre. Je me tourne vers vous, Père Petit-Clair. Est-ce que vous percevez aussi cette ère nouvelle des quartiers, des cités? Quel regard vous portez sur cette évolution finalement pour ces populations qui vivent dans ces quartiers? Je citais cette date de 2005, mais peut-être qu'on peut remonter d'ailleurs en avant. Les choses évidemment ont beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de promesses aussi politiques. Oui, moi je crois qu'il est peut-être important effectivement de réfléchir à comment on en est arrivé là. Vous savez, je crois que pour comprendre un jeune, il faut comprendre son histoire. Je crois que pour comprendre la ville, il faut comprendre son histoire. Alors, très brièvement, s'il fallait résumer l'histoire de ces quartiers, je ferai en 4 grandes époques. Les années 60-74, l'année d'installation de ces populations, dans des quartiers qui étaient signes de promotion. Je me souviens, quand j'étais gamin, j'habitais Rouen, on se promenait sur les hauts de Rouen, on voyait ces grands immeubles, on rêvait de la ville de demain. Ces immeubles, on nous disait qu'il y avait des salles de bain dans tous les appartements, chose que nous n'avions pas au centre-ville. Et lorsque le papa partait à l'usine tous les matins, lorsque la maman disposait des outils du confort moderne, alors qu'elle ne les connaissait pas dans les bidonvilles, ces quartiers étaient véritablement signes de promotion sociale. Il y avait toute une vie, avec un peu toutes ces tensions entre nos amis communistes et puis la joque, les chrétiens. C'est un petit peu ces tensions habituelles, ça mettait de la vie. Et il y avait, quand on parlait de la ceinture rouge, rouge c'était la couleur, bien sûr, politique dominante, c'était absolument pas lié à la délinquance, et plutôt plus de délinquance en centre-ville que dans les quartiers. Alors, ça vous faire réfléchir à ce que j'entends beaucoup dire, c'est à cause de l'urbanisme. Moi je vois Mantes-la-Jolie, quartier parmi les plus difficiles aujourd'hui, l'urbanisme est beaucoup plus aéré que le quartier du Front de Seine sur Paris. Beaucoup plus aéré. Mais, et à cette époque, il y avait aussi l'amitié sociale, c'est-à-dire qu'il y avait un flux dans ces HLM. Il y avait effectivement une population pauvre, mais il y avait aussi des jeunes, leur premier logement c'était le HLM, puis après ils partaient, et il y avait effectivement du transit. Et on avait une vie, jusque dans les années 74, qui était effectivement très agréable. 75-90, alors là, ce sont les années de la dégradation, avec la crise. Et crise qui n'est pas simplement une crise du lien économique, chômage. Et c'est vrai que ces grands ensembles avaient été conçus comme des cités dortoirs d'une population au travail et sont devenus des placards à chômeurs. C'est aussi une crise du lien social. Car lorsque dans le même vestiaire d'usine se côtoyaient les ouvriers comoriens, algériens, marocains, tunisiens, bretons, franciliens, du lien se crée. Lorsque le chômage massif est venu, les gens ont commencé par se regrouper de manière communautaire, et c'est bien normal. Alors, dans ces quartiers, on a commencé à avoir des sous-quartiers, avec la communauté turque, la communauté algérienne, la communauté marocaine. Et puis, c'est aussi une crise du sens. Le chômage, ce n'est pas que l'absence d'activité, surtout pour ces populations issues de l'immigration, pour lesquelles la valeur travail était au centre de leur référentiel. C'est pour cette valeur qu'ils avaient quitté leur pays, leurs racines, leurs amis, pour être ces chefs de famille, travaillant, nourrissant la famille, en voyant surtout au bled. Et donc, la perte du travail, c'était aussi un effondrement du sens, d'autant que les enfants ne voulaient pas repartir. 91-2005, alors, ce sont les années marquées par les violences urbaines. Il y avait des échauffourées pernicieux dans les années 82. Les vraies émeutes, c'est le mois du taureau à Vaux-en-Velin, 90, et puis première grande vague d'émeutes en région parisienne, à Argenteuil, Sartrouville, Chanteloup-les-Vignes, Mantes-la-Jolie, au printemps 91. Pourquoi 91? Je dirais, c'est l'année où la seconde génération du chômage arrive à l'âge de l'insertion. C'est-à-dire des jeunes qui n'ont jamais connu leurs parents au travail. Vous savez, j'ai fait une étude à Chanteloup-les-Vignes, c'était en 1978, 79. Cité de Chanteloup, 8500 habitants, 4000 enfants de moins de 18 ans, dont la moyenne d'âge était à 7 ans. On commence à dire en politique, mais quand tous ces jeunes vont atteindre l'adolescence, ça ne pourra qu'exploser. Effectivement,
16 ans après, ça a explosé. Car cette crise du lien économique a des incidences sur ces jeunes qui n'ont plus dans la tête aucune image d'adulte travaillant. Pire, c'est l'enfant qui devient la source des ressources, avec une inversion des valeurs, puisqu'on lui dit si tu vas pas à l'école, on va t'enlever les allocs. Autrement dit, c'est l'enfant qui se perçoit comme source des ressources familiales. Il prend effectivement une toute puissance, puisque plus personne ne travaille autour de lui. Puis cette crise du lien social, où plus personne n'en a vraiment à faire, de l'enfant qui délinque. C'est pas mon gosse, c'est pas mon problème. Puis cette crise du sens pour toutes ces générations, avec le risque de l'échapper dans le virtuel, ou d'échapper dans la déprime. Vous savez, j'aime souvent dire aux politiques que le gamin qui casse ses propres jouets va plus mal dans sa tête que le gamin qui casse les jouets des autres. Le gamin qui casse les jouets des autres, c'est qu'il y a un peu de jalousie, il va exister. Le gamin qui casse ses propres jouets, c'est qu'il pense que quelque part, il ne les mérite même pas. Alors je dis aux politiques que ces jeunes qui se sont mis à tout casser, tout incendier, à l'intérieur des cités, leurs gymnases, leurs maisons de jeunes, vont beaucoup plus mal dans leur tête que ces jeunes des années 80 qui allaient opérer leur délinquance en centre-ville. Et on a eu toute cette vague d'explosion qui a culminé effectivement en 2005 avec cet embrasement généralisé et un réveil des politiques. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. L'argent qu'on a dépensé dans le programme en rue, et puis tous ces plans autour de la cohésion sociale. Et puis depuis 2005, force est de constater que les choses se sont apaisées. Alors vous savez, moi lorsqu'il y a des émeutes, les politiques, je dis toujours au bout du fil, lorsque ça devient calme, on ne les voit plus. Les choses se sont apaisées. Mais elles ne se sont pas arrangées. Elles ne sont pas arrangées. Et ce qui me semble caractériser l'évolution de ces quartiers, c'est cette ghettoisation rampante, cet écart de plus en plus grand entre la population de ces jeunes et puis le reste du territoire. C'est une religion, l'islam, qui devient un peu la grammaire de la vie quotidienne. C'est la structuration de l'économie parallèle qui contribue au calme, parce que vous savez, les jeunes leaders d'économie parallèle n'ont absolument pas intérêt à ce que les petits frères en déconnant ramènent les forces de l'ordre. Alors il y a une espèce de conjonction. Alors des fois, les citoyens se disent « Oh, c'est plus calme, donc ça doit aller mieux ». Je suis absolument pas sûr que ça aille mieux. Moi, ce que je vois, c'est plutôt cette marginalisation. Et cet enquistement dans cette culture du quartier. Cette culture entre personnes. La Péronie dit des quartiers, dit des ghettos, qui sont à la fois des cages et des cocons. Je crois que c'est très vrai. À la fois un cocon, on se sent bien. Les jeunes se sentent bien à l'intérieur du quartier. Les codes sont particuliers. Et puis de cage parce qu'on se sent un peu à l'écart. Et j'aime dire, et je terminerai là-dessus, que ce problème du chômage des jeunes, qui est majeur. Vous savez que le taux de chômage des jeunes en France, c'est le double du taux de chômage des adultes. C'est quoi un quartier, une cité? C'est un endroit où le taux de chômage global est le double de la moyenne nationale, il y a 20 à 22%. Le taux de chômage des jeunes qui est le double du tôt de chômage des adultes, on arrive à 45, 46%. Parce que les jeunes sont au summum de leur force physique, de leur capacité intellectuelle, qu'en gros, 1 sur 2 n'ont rien à faire. Et comme j'aime le dire aux politiques, le problème du chômage des jeunes, dans notre pays, n'est pas d'abord un problème d'ordre économique. Le chômage global est un problème d'ordre économique. Mais le fait d'avoir un taux de chômage des jeunes qui soit le double du taux de chômage des adultes, nos voisins allemands ne connaissent pas un tel écart. C'est un scandale franco-français que nous partageons avec quelques pays de l'Union européenne. Et il me semble qu'aujourd'hui, le principal obstacle à l'insertion des jeunes dans le monde du travail réside parfois moins dans l'absence de qualification que dans l'écart comportemental entre les comportements dans lesquels ils sont enquistés dans ces quartiers et les comportements attendus dans le monde de l'entreprise. Ils grandissent dans cette culture de l'entre-père, de l'entre-jeune. Et le fossé se creuse, le fossé se creuse. Alors, je confirme les propos de Cyril, il y a énormément de vie dans ces quartiers. C'est une richesse extraordinaire, extraordinaire. Et puis, il y a cet écart. Cet écart. Et reconnaissons la faillite de l'école. Je crois que la faillite numéro 1, c'est celle de l'école. L'école. C'est le programme Z. Je rappelle que le programme Z a été invité il y a 20 ans pour, en l'espace de 3 ans, essayer de réduire l'écart entre collèges du quartier et collèges centre-ville. Après 20 années de mise en œuvre du programme, l'écart est plutôt plus grand.
Pourquoi? Je terminerai là-dessus. Parce que c'est quoi la grande différence entre un collège de centre-ville et un collège Z? C'est que dans le collège de centre-ville, il est encore un peu valorisant d'être premier de classe. Dans le collège Z, il est dangereux d'être premier de classe. Si vous êtes premier de classe, aussitôt vous avez la réputation de l'intello et du bouffon, et vous devez gérer toute la violence de vos copains à votre égard. Combien je rencontre dans ces quartiers de gamins prodigieusement intelligents. Comme j'aime à le dire lors de mes conférences à l'école polytechnique, la proportion de génie scientifique est la même dans les quartiers sensibles que sur le reste du territoire. De gamins prodigieusement intelligents qui choisissent de sacrifier leur scolarité pour sauver leurs alliances. Et il me semble que les concepteurs du programme Z ont oublié mais une donnée mais fondamentale à l'âge de l'adolescence, c'est que lorsqu'on a 14 ou 15 ans, exister sous le regard des copains passe avant exister sous le regard d'institutions. Et lorsque la réussite scolaire n'est plus investie comme valeur par le groupe des copains, on assiste dans ces quartiers à un échec scolaire massif. Échec scolaire massif. Avec des gamins qui sont pourtant pétillants d'intelligence. Alors voilà, moi, cette évolution, effectivement, qui peut paraître de loin comme un apaisement, citoyens en centre-ville, dormez tranquille, bonnes gens, ils restent de plus en plus cantonnés dans les quartiers, mais avec ce fossé qui se creuse, qui continue de se creuser, et on pourra y revenir pour essayer de comprendre pourquoi ces politiques, parfois bien pensées, n'ont finalement pas eu tout à fait les résultats escomptés. Alors justement, on peut se tourner vers vous, Michel Bourguin, parce que vous êtes aussi le responsable. Je vais être le politique régional de l'État. Est-ce que vous reconnaissez ces différentes étapes, même si on sait bien que vous n'avez pas été aux responsabilités politiques pendant toute cette période, mais est-ce que vous reconnaissez ces étapes et au fond, comment se sortir de ces problèmes extrêmement complexes sur le fond? Alors d'abord, je reconnais l'analyse de M. Distran et du père Petitclerc, parce que le père Petitclerc, il faut que j'explique, m'a beaucoup inspiré en 1996, après la mort de mon fils. C'est quelqu'un qui m'a calmé, parce qu'il avait une vision qui était réaliste, qui était claire, qui était saine, qui permettait les victimes sont toujours des revanchards, vous savez, c'est normal. On est dans la colère, on est dans la vengeance, et ce jour-là, le père Petitclerc avait déjà ses analyses, il avait très avancé, et donc vraiment, je ne vais pas y revenir, ce que vient de dire le père Petitclerc, c'est mon analyse aussi, je n'ai pas de mérite parce que je la lui ai copiée. Donc, effectivement, je me rappelle, je suis né en 45, 45-75, les 30 Glorieuses, avec quand même des problèmes, mais 45, on va dire 75, 95, 2005 surtout, ce qu'un journaliste a appelé les 30 piteuses. Bon, c'était moins bien au point de vue économique, c'est une des explications. Moi, j'ai une vision politique, effectivement, puisque ça fait 12 ans que je suis adjoint au maire de la deuxième ville de France, mais en même temps, je ne suis ni un parlementaire, donc je ne fais pas de loi, ni rien. Je fais comme tous les citoyens ici présents, je les applique ou je les subis. Mais j'ai bien analysé en tant que médecin de quartier. J'ai été médecin à la Belle de Mai pendant 39 ans. Donc, la Belle de Mai, pour les Marseillais, vous savez ce que ça veut dire. C'est un quartier que j'ai vu descendre, c'est-à-dire que j'ai connu la Belle de Mai avec de l'industrie, il y avait les tabacs, la Seita, il y avait les caoutchoucs, il y avait les blanchisseries industrielles. Et puis en 2008, j'ai arrêté mon exercice en 2011, puisque je suis en retraite depuis. En 2008, j'ai vu une dégradation très rapide, justement. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté, parce que tous les gens qui étaient des ouvriers spécialisés, qui avaient un peu réussi, comme le disait le père Petitclerc, il y avait un turnover, même dans les habitations marseillaises. Je reviendrai sur la forme de Marseille. Après aller habiter ailleurs, et sont venus à la place de ces gens-là dans des immeubles qui étaient vétustes, qui avaient beaucoup, il y avait encore des caisses à eau, il n'y avait pas l'eau courante, sont venues les populations du Maghreb et les populations comoriennes. Et là, il y a eu vraiment un début de communautarisme, ce qui est pour moi un danger. Pas que j'ai rien contre les communautés, je suis respectueux des communautés, je me méfie qu'elles s'auto-enferment toutes seules dans le communautarisme. Et ça, je l'ai vraiment noté. Alors, les politiques qui ont eu lieu, je vais essayer d'être court, parce que je pense qu'il y aura plus de questions après. Les politiques, je fais le même constat. On a mis beaucoup d'argent. Rien que le projet de l'ANRU, dont parlait le père Petitclerc tout à l'heure, sur Marseille, c'est plus de 300 millions d'euros.
avec peut-être 115 millions d'euros, 114 millions d'euros pour la ville de Marseille. L'État, voilà. Faut peut-être préciser à quoi ça a servi. Alors, l'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est ce qui finance. Bon, il y a d'abord à peu près 10 ou 12 milliards pour ces budgets-là en national, mais sur Marseille, c'est à peu près ce type de budget pour rénover des cités, puisque le CUX, donc c'est aussi ce qui remplace un petit peu la politique de la ville maintenant, avait décidé tout à fait logiquement qu'il fallait travailler à la fois sur l'urbanisme, sur la santé, sur les équipements. Donc on met beaucoup d'argent. Et le résultat est toujours un petit peu décevant. Moi j'ai une idée un peu de pourquoi le résultat est décevant, je pense qu'on en parlera dans le débat. Ce que je tenais à dire, alors le mot trésor tout à l'heure m'a beaucoup plu parce que je vais beaucoup en tant que, alors ça c'est en dehors des activités de mairie, je continue depuis 17 ans à aller dans les lycées et les collèges, publics et privés, pour essayer d'expliquer à des jeunes pourquoi ils peuvent déraper, comment ils peuvent déraper et comment surtout ils peuvent éviter de déraper. Sur le plan individuel et psychologique, ça m'intéresse beaucoup de le faire. C'est un travail que je me force à faire très régulièrement. Pour moi, c'est quelque chose que je pense qu'il y a aussi un travail sur l'individu qui est oublié dans ces grandes politiques. Le trésor national, c'est la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple vieillissant et que ces jeunes qui un jour paieront nos retraites, qui paieront. Donc moi, je dis à ces jeunes qui se sentent exclus, qui se sentent rejetés, surtout quand ils sont communautarisés, vous êtes le trésor national, parce qu'on aura besoin de vous tôt ou tard, enfin même très tôt. Je crois que c'est une évidence que personne ici peut refuser, quoi. Voilà. Alors, après, bon, je m'occupe dans ma délégation actuelle vraiment de la grande marginalité et de la grande précarité, alors, ce qui n'est pas le cas des cités. Il y a même de l'argent qui circule pour des raisons de trafic, pour des raisons de trafic parallèle, d'économie parallèle. Moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que ces jeunes ont très peu d'espoir d'avoir un jour un avenir. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'avenir. Arriver à être propriétaire ou être installés dans leur maison ou dans leurs locaux à eux, c'est quasiment impossible. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des freins dans la société qu'on voit, qui sont pour moi le racisme, l'intégrisme en particulier. Alors après, il y a la délinquance organisée, les trafics, tout ce qui est... Même les législations sont devenues tellement compliquées qu'on a l'impression que tout est bloqué, que pour un jeune, c'est très compliqué soit de progresser dans le monde de l'entreprise, soit de créer une entreprise. Tout est compliqué. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on ait aussi une action, pas uniquement sur l'urbanisme, les équipements, c'est une évidence qu'il faut les avoir, mais il faut aussi expliquer aux jeunes comment fonctionne notre société, comment ils peuvent fonctionner eux-mêmes sur le plan, on va dire sur le plan psychologique. Maintenant, par exemple, je trouve que les jeunes sont embrigadés matériellement, sexuellement, dans le sens large du terme, mais la spiritualité, vous le savez, elle est confisquée par des intégrismes, par exemple. Je suis très inquiet de la montée des intégrismes, quels qu'ils soient. Il y a des intégrismes non religieux. Les intégrismes, je veux dire, l'intégrisme populiste me fait autant peur que les intégrismes religieux qu'on voit actuellement, parce qu'ils coupent le dialogue. Et donc, ce que les églises font très bien, c'est-à-dire la main tendue vers d'autres cultures, vers d'autres religions, c'est cassé par ces intégristes qui, eux, savent parfaitement manipuler les économies parallèles, ce qu'on appelle... moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait une cité, c'était, on va dire, les sous-cultures de violence, les cultures de violence souterraines. C'est une notion américaine, mais qui existe bien c'est-à-dire ces endroits où il n'y a plus les valeurs de la République ou les valeurs de la religion, mais où domine uniquement la valeur matérielle et la valeur sexuelle. Ce qui fait que c'est très très compliqué après nous d'arriver avec des belles phrases ou sur des gens qui sont, on va dire, embrigadés et qui pensent avoir trouvé des solutions faciles, puisqu'en plus l'argent coule. Voilà, ça c'est des constats que je voulais faire.
J'espère qu'après il y aura d'autres questions. Moi, les premières choses à Marseille, puisque je suis marseillais, donc je vais quand même en parler, quand mon premier mandat, j'avais la prévention de la délinquance. Il y a des expériences marseillaises que j'ai trouvées fantastiques et qui ont des fois capoté pour des raisons extra-marseillaises. Le service de prévention de nuit, sur Astoin, madame, oui. C'était quelque chose d'exceptionnel qui permettait un travail de fond sur les jeunes qui étaient déjà carrément enfoncés dans la délinquance, mais on arrivait à avoir un contact autre que la répression. Je vais y venir aussi en conclusion. L'unité de police urbaine, qui était une particularité marseillaise, qu'est-ce que c'était? C'était des policiers en civil. Il y avait bien marqué comme à la poste policiers sur leur personne. Ils étaient policiers, ils ne passaient sur rien, mais ils allaient au contact des faiseurs d'opinion ou des gens qui avaient un rôle dans la cité, et ils permettaient d'abord de voir les situations, de les analyser avant explosion, de désamorcer des situations. C'est pour ça qu'en 2005, on a eu moins de problèmes. On en a eu, mais moins de problèmes que dans le reste de la France. Voilà. Alors ça, c'est vraiment des... Alors ensuite, moi, je suis ravi de saluer un de mes amis ici de Contact Club, par exemple, qui est une association qui fait un travail exceptionnel auprès des jeunes. J'ai eu la chance, sur un autre sujet, je suis le trésorier de l'école La Deuxième Chance, qui est quand même d'abord, on va dire, une invention marseillaise, on va être un peu chauvin. Je suis trésorier de l'école La Deuxième Chance, qui est un Stradivarius de réinsertion, et où il y a des résultats de l'ordre de 65% de jeunes qui étaient, en général, avant, promis à la dérive, à l'échec, voire à l'économie parallèle. Ce sont des jeunes qui sont pris dans les missions locales, à qui on redonne une deuxième chance avec une autre technique de travail scolaire et qui réussissent à se réinsérer avec 65%. Voilà. Donc c'est des choses, des pistes que je vous fournis pour tout à l'heure. Et ces pistes, justement, on va pouvoir les reprendre peut-être une à une et pouvoir en réfléchir, en débattre. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la table. Crise du lien social, crise économique, crise du sens, crise de l'école. On a entendu parler de repli identitaire, d'islam, de fanatisme, d'intégrisme. Au fond, on va essayer de décortiquer un peu. Alors, on n'a pas toute la nuit, mais pour pouvoir chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, et puis effectivement pouvoir vous entendre sur des pistes d'action telles que vous les espérez. Mais peut-être juste une réaction très brève, Père Petitclerc, sur les résultats décevants des politiques. Je ne sais pas d'ailleurs si vous vous accordez à dire qu'ils sont décevants, ces résultats. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'analyse de Michel Bourgas, sur le fait qu'au fond, c'est peut-être une approche d'ensemble qui peut être l'un des écueils? Oui, moi il me semble que l'erreur majeure que nous avons effectuée, mais j'y ai participé, puisqu'on était dans un autre mode de réflexion au début des années 90, c'est que nous avons conçu la politique de la ville avec le concept de zonage. C'est-à-dire que toutes nos politiques ont consisté à financer des activités menées dans les quartiers pour les gens des quartiers. Alors, on comprend le fond de ces politiques. Quand on les a créées, dans les années 90, l'idée était de se dire mieux vaut apprendre à pêcher, donner du poisson, et toutes nos politiques étaient sous le signe du développement local, développement social des quartiers.